Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au 3e épisode de Lichou, un podcast qui a pour but de mettre à l'avant des gens que je trouve extraordinaires par leur parcours, mais aussi par leurs histoires de vie. Donc, un podcast que vraiment tout le monde est la bienvenue. Donc, je m'appelle Liane, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, on a quelqu'un que je trouve cool. Enfin, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il a fait. C'est trop, mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut donner des fleurs quand c'est le temps. Donc, on a Kobe avec nous aujourd'hui qui a été médecin en Haïti. Donc, il va nous parler de c'est quoi la vie qu'il a eue, cette folle vie qui est derrière lui maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Trop une vie folle, c'en était une. Ça, donc, c'est sûr. Est-ce que tu veux commencer? En fait, non, tu sais quoi? J'ai oublié d'introduire quelqu'un qui participe à ce podcast, mais qui n'est pas dans la salle. C'est notre sponsor, Munchies. Munchies, c'est une compagnie de bonbons exotiques, mais aussi de boissons exotiques, qui a permis que ce podcast soit possible aujourd'hui, mais aussi tous les autres podcasts. Donc, on dit « Allô, Munchies! » Allô, Munchies! Donc, on va commencer par les vraies affaires. Donc, qui es-tu, Kobe? Qui es-tu? Ouais. Salut tout le monde. Moi, je suis Kobe Alejandro. Je viens d'Haïti, comme l'extraordinaire Liane, la plus cool des diffuseuses de podcasts vient de le dire. Dans une autre vie, on va dire, j'étais médecin et aujourd'hui, je suis là pour un petit peu partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré et comment ça a été le parcours avec vous et toutes les belles expériences extraordinaires, si on peut dire. Avec vous, au plaisir de vous parler. Et on attend également vos réactions par la suite. OK. Donc, on va commencer par la base, qui est la base, parce qu'on s'entend que les études en médecine, c'est propre à chaque pays. Donc, c'est comment on arrive à devenir médecin en Haïti ou juste pratiquer la médecine en Haïti? Ça demande déjà un bon parcours, on va dire scolaire. Dans le secondaire, il faut avoir, on va dire pas nécessairement, mais de bonnes notes. Avec le système scolaire en Haïti, ce qui se passe, c'est que tu dois faire de l'orientation comme partout ailleurs, si on peut oser le dire comme ça. Il y a des histoires de sections A, B et C. La section C, c'est plus pour ceux qui vont dans les sciences, les maths, etc. Et puis, il y a la section A pour la section de lettres. Moi, j'étais un petit peu plus entre B et C parce que j'adorais les chiffres. Et puis, la biologie aussi, ça me passionnait. Mais pour parler du parcours, je vais commencer par parler de mon parcours personnel. C'est quelque chose qui avait commencé avec le tremblement de terre qui a eu lieu le 12 janvier 2010, c'était ça? Donc, ça fait déjà 14 ans de cela. J'étais victime parmi tant d'autres Haïtiens là-bas de cet événement-là. J'ai perdu des proches qui sont vraiment chers, comme tout le monde, on peut dire. Il y avait mon petit frère, il y avait un cousin, il y avait pas mal d'autres mondes autour de nous. Et puis, la maison s'était effondrée avec moi. J'étais un petit peu, on va dire, paralysé pendant quelques jours. Okay. C'est pas... j'ai pu remarcher par... Je peux pas dire si c'est par miracle ou je sais pas comment expliquer ça. Maintenant que je suis médecin, j'ai pas une bonne explication à cela, mais j'avais pas perdu l'usage de mes jambes. Okay. Donc j'étais dans un endroit où il y avait, c'était un point de rassemblement. Il y avait beaucoup de blessés. J'ai été là à regarder tout le monde. J'étais très jeune, mais je voulais aider, mais je savais pas comment faire. C'est de là qu'est venue la décision de faire la médecine. Donc après le tremblement de terre, je suis retourné à l'école. C'est là que je me suis consacré à étudier pour pouvoir intégrer une faculté de médecine. Cependant, le parcours, ça demande quoi? Ça demande de faire, on va dire, une école pré-médicale, mais chez nous, c'est pas vraiment quelque chose d'organisé. Tu pars du secondaire directement à l'université. Il n'y a pas vraiment le collège, il n'y a pas le cégep comme ici au Canada. Okay. Mais tu peux rentrer directement à l'université sans baccalauréat, en quoi que ce soit, etc. Donc, je suis allé dans quelque chose qu'on appelle un préfac. Le préfac, c'est quoi? C'est une activité parascolaire qui est organisée par des jeunes étudiants en médecine. Pendant les vacances d'été, ils prennent 3 mois, ils donnent des cours de façon intensive. Et avec ces cours-là, tu vas te préparer au maximum pour tenter ta chance dans les rares facultés de médecine qu'on avait à l'époque. Donc, de mon époque, on avait combien d'écoles de médecine? On avait la faculté de médecine de l'État, l'Université d'État d'Haïti, l'Université Notre-Dame d'Haïti, où j'ai fini mes études. Il y a l'Université de la Fondation du Docteur Aristide, là où j'avais également fait 2 ans d'études. Il y a quoi? L'Université Lumière, il y a l'Université Quisqueya qui fait 5 écoles de médecine pour une population estudiantine, on va dire,
qui est estimé chaque année à plusieurs milliers, qui avoisine la centaine de milliers de candidats pour postuler en médecine, si on peut le dire comme ça. Donc, la concurrence, elle est vraiment rude, elle est vraiment difficile. Tu dois te préparer au maximum pendant 3 mois. Tu dois aller au préfac, ce que j'ai fait. Je suis allé, on a perdu des nuits, des jours à étudier, à se faire un petit peu motiver. C'est un petit peu comme à l'armée parce que les gens, ils sont un petit peu bouteux, pas du tout tolérants. Ils te crient dessus, ils te motivent comme ça. Donc, ça a été vraiment difficile côté mental. Des fois, tu pleures, des fois, tu te fatigues. Il y a le burn-out, tu étudies des choses, tu ne retiens pas. J'ai fait le concours, on va dire 2 fois, je n'ai pas réussi dans 2 universités où j'ai postulé. Et puis, la 3e fois, je suis finalement rentré. C'est comme ça le parcours. Tu pars du secondaire, tu passes au préfac pendant 3 mois, tu revois des choses que tu avais vues pendant le secondaire, tu vois des choses que tu n'avais jamais vues, tu dois tout mettre ensemble pour aller dans un concours avec plusieurs milliers de personnes qui vont concourir dans toutes ces facultés. Moi, j'avais des préférences avec les universités. J'ai commencé avec l'université de la Fondation du Dr Aristide. J'ai été admise avec une bonne mention. J'ai commencé mes études là-bas et puis ça a été un petit peu difficile avec le contexte sociopolitique. Et puis, il y avait une autre faculté qui était un petit peu plus près de chez moi. Donc, ce que j'ai fait, je ne voulais pas déménager pour aller à l'UNIFA tout le temps. Donc, j'ai fait une demande d'équivalence. J'ai fait une équivalence, une reconnaissance de mes acquis et j'ai switch vers l'Université Notre-Dame. C'est un petit peu ça. OK. Puis, tu disais que comme quoi que ça t'a pris 2 fois, à la 3e fois, on va dire, tu t'es fait accepter. C'est sur combien de temps que, on va dire, t'as fait des tentatives? Ça t'a pris quoi, 5 ans? 3 ans? Ça m'a pris 2 ans. OK. C'est pas mal. Ouais. OK. Ça m'a pris 2 ans, effectivement, si tu permets. C'est parce que je ne voulais pas faire autre chose que la médecine. Sinon, j'avais d'autres possibilités avec le droit international aux États-Unis. Je devais faire pas mal. J'avais des possibilités d'aller en Argentine et de faire d'autres études en génie. Mais j'ai préféré rester parce que, tu sais, chez l'Haïtien, il y a toujours cet amour pour son pays. Je vais l'appeler la zone de confort patriotique pour moi. J'ai toujours rêvé d'être au service des miens, si on peut le dire comme ça. Donc, j'ai pris 2 ans. J'ai patienté, je me suis préparé à fond et je suis finalement rentré en médecine et puis j'ai tout donné. OK. Donc là, tu arrives en médecine. Après combien de temps tu arrives à faire des cas pratiques? Ça va dépendre de l'école que tu fréquentes. OK. Parce qu'en Haïti, le système de santé, il est comment? On a pas mal de types d'hôpitaux. Okay. C'est un petit peu comme le système de santé à Cuba. Okay. Il y a ce qu'on appelle les centres de santé, les dispensaires qui sont dans le 3e niveau, qui sont un petit peu plus bas. Et quand tu montes, c'est selon l'organisation territoriale aussi, il faut le préciser. Il y a ce qu'on appelle des hôpitaux communautaires de référence, il y a des hôpitaux départementaux, etc. Donc, ce sont des sites de stage qui sont affiliés à ces écoles de médecine. L'Université d'État d'Haïti, avec la faculté de médecine dont ils disposent, eux, ils ont ce qu'on appelle l'hôpital général en Haïti. Ils vont directement faire leur stage. Sinon, les autres écoles, ils sont obligés d'aller voir des hôpitaux à côté parce que tout le monde n'a pas un hôpital universitaire. Donc, la seule université privée à ce moment qui a son hôpital universitaire, c'est seulement l'université du Dr Aristide qui vient d'ouvrir son hôpital universitaire. Mais sinon, de mon époque, tu es obligé d'aller faire des stages un petit peu partout. Donc, pour revenir plus directement à la question, à partir de la 3e année d'études, tu commences à faire ce qu'on appelle les stages cliniques. On t'introduit en sémiologie médicale. Tu apprends à questionner les patients, à investiguer sur les maladies. Tu apprends ce qu'on appelle les pathologies. Et puis, en 4e année, tu commences à faire des petits gestes invasifs. Parce qu'en 2e année, on t'a appris à faire les gestes de soins infirmiers, donner les petites piqûres, etc. Mais en 4e année, tu commences vraiment à toucher. En 5e année, on fait avec toi. Okay. En 6e année, on fait toujours avec toi, mais avec un petit peu plus de liberté. Après, tu passes à l'internat. Ça, c'est pour le programme que j'ai suivi. Là, on te laisse. Et c'est là que j'ai vécu tous les bons et tous les mauvais moments de ma vie. Okay. Pendant mon internat, avant d'aller en service social. OK. Puis, bon, là, tu m'as donné un peu ce contexte, on va dire, c'est quoi? Le trajet. Le trajet, on va dire, au niveau académique. Mais aussi, le système de santé haïtien, comment il est fait? Est-ce que, on va dire, ici, tu as la RAMQ qui paye, on va dire, pour tes services de santé? Est-ce qu'en Haïti, c'est la personne qui paye ou est-ce que c'est comment ça fonctionne? Est-ce que tu as
Je vais commencer par te citer un article de la Constitution d'Haïti. Je crois que c'est l'article 13 ou 18 de la section E, si je ne me trompe pas. Ça dit « L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé et à la sécurité et au respect de la personne humaine », un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, j'espère avoir bien dit en tout cas. Donc ça dit que l'État, il doit garantir le droit à la santé à tout le monde. C'est ici, la RAMQ, ça paie des choses, etc., ça couvre des frais. Mais avec les hôpitaux que l'État, il a placé, le ministère de la Santé publique et de la Population, qu'il a placé dans les 10 départements géographiques d'Haïti, tu es censé avoir accès aux soins gratuitement. Cependant, il y a un manque de main-d'œuvre. Est-ce que tu connais l'expression qui dit visite docteur? Oui. OK. Quand tu vas chez quelqu'un, chez un Haïtien, on va dire, et tu restes pas, ils te disent « Ah, son visite docteur, t'es bon, mais c'est un docteur qui est passé, il est parti. » Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les hôpitaux, tu vas pas remarquer la présence de médecins. OK. Pourquoi? Parce que les gens, majoritairement, c'est un pays, les gens, ils n'ont pas un PIB qui est assez important, ils n'ont pas beaucoup de sources de revenus. Ce sont toujours, presque toujours, on va dire, des patients de petites bourses. Donc, quand ils viennent à l'hôpital, ils ne peuvent même pas se payer une paire de gants, même pas une seringue. Des fois, ils sont allés quémander devant l'hôpital pour pouvoir aider des proches qui sont admis, etc. Donc, l'État, on va dire, il couvre les soins à sa façon. Et puis, nous, les jeunes finissants, les jeunes médecins aussi, pourquoi pas, c'est nous qui faisons le boulot. Et on n'est même pas rémunéré pour ça. Pourquoi? Parce que les médecins qui sont titulaires, les médecins de service qui sont censés être présents à l'hôpital, ils sont le plus souvent dans leur clinique privée à faire ça. Ils vont passer, faire le teaching avec les jeunes. Toi, tu fais ça. Il y a 32 patients à voir. OK, on va se déléguer des tâches, etc. Toi, tu vas voir le lit 1, 2, 3, 4. L'autre personne va voir 6 lits, etc., etc. Mais eux, ils sont rarement là. Bon, pour la majorité des médecins. Donc, cette histoire de visite docteur, comment ils font? Il y a des hôpitaux à côté qui sont des hôpitaux privés. C'est comme des hôtels médicaux. OK. Tu es malade, l'hôpital, il a un nom qui est fancy, qui est zuzu. Dans le langage créole, ça s'appelle hôpital telle chose, telle chose. Il y a une bonne façon de le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus de matériel qui sont plus propres. On va dire les lits d'hôpitaux de l'hôpital de l'État, par exemple, c'est un lit qui est avec un matelas déchiré, c'est sale, il y a du sang par terre, etc. Mais dans ces hôpitaux-là, il y a quelqu'un qu'on paie comme un préposé à l'entretien ménager qui nettoie de temps à autre. Mais le médecin, quand tu le vois ici, il va passer, il va faire comme s'il était ton infirmier, il va prendre tes signes vitaux, te regarder, lire dans ta dossier, écrire des notes et donner aux infirmiers. Il ne va pas rester vraiment pour faire une analyse approfondie. Cependant, dans les hôpitaux universitaires, avec les jeunes médecins en formation, tu as beaucoup plus de chances de t'en sortir. Donc, si on peut se baser sur ça pour dire que l'État, il couvre les soins, on peut tenter de le dire. Mais c'est comme ça que tu as accès aux soins. C'est toujours mieux d'aller dans un hôpital de référence et communautaire, un hôpital départemental, un hôpital qui est géré par l'État, que si tu t'en vas dans un hôpital privé. C'est toujours les mêmes médecins le plus souvent qui y travaillent, mais au moins tu as accès à des jeunes apprenants qui vont probablement faire des expériences sur toi, mais qui sont bien formés, je dois le préciser aussi. OK. Et puis, mais ailleurs, dans les hôpitaux privés, le médecin, il ne va pas rester. Il a sa course à faire dans 13 hôpitaux pendant la journée. Il va passer, puis en dernier lieu, il va nous voir pour faire son teaching. OK, on va voir. Le matin, il va être là de très tôt. Après, il part. Il te laisse. Ça m'est déjà arrivé. Je faisais ma tournée en pédiatrie. Désolé d'être trop abondant. Non, ça va. Le médecin, on le voyait le matin, on le voyait le soir. Il donne les consignes, il s'en va. Il va dans sa clinique et puis ça s'arrête là. OK, en fait, il avait de la sous-traitance. Ouais, ça, je peux même pas en parler parce que tu vois, même eux, les médecins titulaires, les médecins de service, là, à côté salarial, il n'y a pas cette motivation professionnelle, je dois te le dire. Okay. Le médecin de service, il touche quelque chose qui est équivalent probablement à 800, 900 $ canadiens. Mais il fait ça même pas sur un mois. Quand on lui donne son chèque, l'administration publique en Haïti a cette réputation de faire ce qu'on appelle les arriérés salariales, des trucs comme ça. Je ne m'y connais pas trop. Ils doivent te payer ce mois-ci, mais ils attendent genre 8 mois pour te payer une petite somme qui n'équivaut même pas à grand-chose. Comme ça, tu accumules des dettes, etc., etc. Et c'est quoi la raison que l'État décide de faire des retenues ou peu importe, après 8 mois, il faut bien que la personne mange? Est-ce qu'on sait pourquoi ou c'est dans le néant, c'est juste parce que
on est en Haïti, puis il y a pas... J'ai pas une réponse à cette question. Cependant, je pourrais dire que c'est devenu une habitude. Les gens, ils trouvent ça assez normal d'attendre qu'on donne les chèques d'un seul coup, etc. Sinon, les gens, ils ont des besoins. Pendant le mois, ils doivent se nourrir, entretenir la voiture, payer les assurances, les factures et tout et tout. Ils font pas attention à ça. Ils sont tellement habitués, mais c'est quelque chose qu'on devrait penser à changer là-bas. Mais la motivation professionnelle, ça encourage à travailler aussi. Il y a des gens qui font un métier. Leur motivation, on va pas le cacher, c'est l'argent. Il y en a qui ont l'amour du métier. Je parle pour toutes les professions. Quand je dis ça, pour tous les employés en Haïti, le code du travail, il n'est pas respecté. Les gens, ils sont pas vraiment protégés. Côté salarial, c'est pour ça aussi que dans les hôpitaux d'État, le médecin, il va négliger les malades qui lui paient moins pour prioriser les malades qu'il doit visiter dans des établissements de santé qui sont, on va dire, privés. OK. Ouais. OK. Là, j'ai une question parce qu'on voit souvent à la télévision, ah oui, X pays a envoyé je ne sais pas combien de millions en Haïti, ils vont envoyer je ne sais pas trop quoi, on va dire, pour répondre à certains besoins humanitaires. Et quand on dit humanitaire, la santé fait partie de ces besoins-là. Est-ce que vous trouvez... Est-ce que les produits qu'on vous donne, est-ce que c'était des bons produits ou c'était qu'est-ce qui n'était jugé pas bon pour les pays occidentaux, qu'on faisait juste faire du dumping? Il y a ça. OK. Cependant, je préfère partager des expériences pour rendre ça un petit peu plus clair. Oui. Il y a un bateau militaire, médical. C'est un hôpital qui a l'habitude de faire le tour de l'Amérique du Sud et ça finit toujours sa petite tournée en Haïti, je pense, ou en Jamaïque. Le bateau, quand il vient en Haïti, il vient avec beaucoup de spécialistes de toutes sortes, physiothérapeutes, médecins, dentistes, etc., etc. Et puis, une fois, c'était ma deuxième fois, j'étais allé faire du bénévolat en tant que jeune professionnel, jeune médecin en devenir. Je faisais pas mal de choses. Et puis, avec le ministère de la Santé publique, ils ont remis pas mal de matériel. Quand je te dis des matériels, des tonnes et des tonnes, ils sont venus avec des hélicoptères de type Chinook pour transporter ça, ramener ça au port, etc. Ils ont donné des scanners, des trucs de ce genre. À chaque fois que tu prends des matériels modernes pour mettre dans un hôpital public, il y a toujours un groupuscule qui est mécontent, qui va probablement déléguer des gens mal intentionnés pour, comment on dit ça, pour casser ça, pour briser ça. Comme ça, eux, ils ont accès, on va dire, à un scanner, à IRM, à leur hôpital. Comme ça, ils vont drainer une clientèle qui va payer pour ça. Mais si tu as ça dans le public, ça ne va pas les arranger. C'est comme une concurrence déloyale. Alors que dans la pratique de l'État en soi, il y a ce qu'on appelle leur politique à eux. Ça s'appelle la couverture universelle de la santé. OK? Leur politique, c'est de couvrir le territoire avec des soignants, etc., etc. Le personnel, c'est pas ce qui manque. Cependant, le personnel n'est pas du tout encadré, il n'est pas du tout payé. Et les conditions dans lesquelles ils sont formés, c'est à juger, c'est à critiquer, c'est à améliorer. Le cursus, des fois, c'est désuet. Il faut toujours penser à réviser ça, mais c'est la même chose qu'on répète encore et encore. Mais malgré tout, ils sont compétents, je dois préciser ça aussi. Cependant, avec le dumping, la contrefaçon des médicaments, je ne veux pas pointer des secteurs du doigt, mais le secteur pharmaceutique en Haïti, c'est quelque chose qui est au stade embryonnaire, on va dire. Okay. Il y a la Pharmatrix, il y a pas mal d'autres compagnies qui font beaucoup d'efforts pour produire des médicaments sur place, mais la majorité des médicaments, c'est importé. Des fois, ce qu'ils font, les gens, ils prennent d'autres molécules, ils le mettent dans un emballage et ils te vendent ça pour ce dont tu as besoin. Donc, des fois, on a des médicaments qui sont expirés aussi, qui viennent de l'extérieur, surtout de la République dominicaine. On ne sait pas à quelle intention. On achète beaucoup de produits qui viennent de l'Amérique du Sud. Le plus souvent, les produits qui nous arrivent, ce sont des produits expirés. OK. Ouais. Et puis, la contrefaçon aussi, c'est monnaie courante là-bas. OK. Puis là, c'est sûr qu'on parle de qu'est-ce qu'on va dire créé par l'homme, on va dire. Ça, les machines de scan, IRM et compagnie, mais des fois, on va dire, en tant qu'être humain, on va dire, je suis malade aujourd'hui, j'ai besoin d'une transfusion de sang ou j'ai besoin de poumons. Je sais que c'est un peu utopique, mais est-ce que ça se fait? On va dire, OK, peut-être pas le poumon, mais la transfusion de sang. Est-ce qu'il y a un organe où, on va dire, Haïti est en mesure de faire ce genre de truc-là? Dans le temps, on avait tout. OK. Les meilleurs professionnels de la planète. Je te répète, les meilleurs. OK.
Mais maintenant, ça a tellement détérioré que les cerveaux d'Haïti, ils ont fui au Québec principalement, aux États-Unis et vers d'autres destinations. Maintenant, on n'a pas ça. Okay. On avait la banque de sang en Haïti à une époque. Ceux qui vont regarder, ils pourront en juger, ils pourront même ajouter des choses en commentaire. On avait la banque de sang, mais on n'était pas encore arrivé à la transfusion. On n'avait pas de banque de tissu, banque de lait maternel, tout ce que vous avez ici avec Emma Québec, avec pas mal d'autres affaires, mais on avait ça. Et aujourd'hui encore, on a les bureaux du Programme national de la sécurité transfusionnelle. Ça avait commencé avec une initiative de la Croix-Rouge internationale qui était venue, qui gérait les transfusions sanguines. Aujourd'hui, on fait des petites transfusions. Cependant, il y a des petites défaillances sociales, on va dire. Pour avoir accès à une pochette de sang, pour quelqu'un qui va se faire opérer, par exemple, il a besoin de se faire accompagner de 2 donneurs. Donc, tu dois donner 2 pochettes de sang pour avoir accès à une pochette. Ça fait 1. Et deuxièmement, le grand public, j'estime qu'il n'est pas vraiment sensibilisé sur la question, sur le don du sang, c'est quoi l'importance, parce qu'en faisant le don du sang, tu peux sauver jusqu'à 3 vies, parce qu'on peut utiliser le plasma, les plaquettes, etc., les globules rouges, les globules blancs. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques avec tout ça. Mais aujourd'hui, on le fait, mais difficilement. On peine à trouver une pochette de sang. Tu vas faire une section césarienne, tu as besoin de sang, c'est toute une péripétie. Quelqu'un te fait un flyers, on demande est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi pour donner. Ça peut te prendre 1 jour ou 2 jusqu'à ce que tu trouves 2 personnes pour donner. Une pochette chacune pour que tu puisses avoir accès à une pochette toi-même. Donc du sang total. Et puis il y a les conditions de stockage des laboratoires, je ne vais pas les questionner. On a de bons professionnels qui travaillent dans les coulisses. Cependant, parfois, il y a des petits accidents. Et récemment, il y a la République dominicaine aussi que je veux pointer du doigt dans le podcast. Ils ont envoyé pas mal de pochettes de sang qui sont infectées du virus du sida, de plein d'autres maladies en Haïti. Ça a traversé la frontière. À quelle intention? Donc, l'État haïtien, ça gère la sécurité transfusionnelle, mais il y a beaucoup d'améliorations à faire. OK. Donc, on voit que c'est des défis en termes matériels, humains, on va dire, en termes de pochettes de sang et compagnie. Maintenant, c'était quoi, dans quelles conditions, on va dire, tu pratiquais? C'est sûr que tu as dit qu'il y avait des manquements, on va dire, en termes de... Des fois, il te manque de sang, des fois, c'est les médicaments expirés, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ton... Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement dans ton day-to-day? Tous les jeunes médecins qui sont formés en Haïti, ils peuvent appuyer ce que je veux dire. Je vais dire là maintenant. On était en train de pratiquer dans ce qu'on appelle une politique des moyens du bord. OK, tu as besoin du matériel, tu as besoin des intrants à l'hôpital, il faut que l'hôpital il soit bien géré, tu as besoin de tes connaissances aussi pour tout mettre ensemble pour gérer le patient. Et là, tu te retrouves avec ce que tu as étudié, des fois même pas une paire de gants. OK, la preuve est grande, j'ai une petite vidéo ici où j'étais en train de faire un accouchement en milieu insalubre, je peux te montrer. Non, mais ça va. J'ai dû couper... Pour la vidéo. OK, ouais. J'ai dû couper le cordon ombilical avec quoi? Avec le biseau d'une aiguille. C'est quoi? Une seringue. Ah, OK. Une seringue, j'ai juste fait ça avec ça. Donc, dans les hôpitaux, parfois, il n'y a pas le contrôle sur les matériels qui rentrent et qui sortent. Donc, des fois, les gens, ils vont venir, ils vont prendre ça de leur plein gré. Il y a des petites pharmacies autour. Je vais prendre l'exemple de l'hôpital général. Il est entouré de milliers de petites pharmacies. Quand le matériel il rentre à l'hôpital, on ne sait pas qui permet de faire ça. Ils vont rentrer, ils vont prendre tout le matériel, tous les médicaments, ils vont vendre ça au dehors. Donc, à l'hôpital, tu as besoin d'une paire de gants. Il faut que tu sortes au dehors, acheter ça. Donc, tout le monde est habitué à ça. Des fois, tu peux tomber sur des professionnels qui sont en train de faire une opération. Ils prennent leur téléphone, ils vont allumer le flashlight pour éclairer la salle parce qu'ils n'ont pas accès à quelque chose pour éclairer. Pas d'éclairage. Et quoi d'autre? Bon, il manque un petit peu de tout. Des fois, on a besoin de faire un drain thoracique, pour ceux qui s'y connaissent. Ils vont prendre juste un gallon, comme les gallons qui contiennent du chlore, ici. Ils vont gérer une pression négative à l'intérieur avec des tubes. Ils vont mettre du tape. Ils vont faire comme le pleurévat qu'on utilise dans les hôpitaux ici. Ils vont juste mettre. Les bébés qui ont besoin d'oxygène, parfois, tu es obligé de partager une bonbonne à 2 ou 3 bébés. Tu vas faire une dérivation. Tu vas prendre des canules nasales, tu vas couper, tu vas faire du bouturage et puis tout le monde peut avoir accès à de l'oxygène. Il y a pas mal d'autres situations comme ça. Donc, côté matériel, il y a une grande pénurie. La pénurie, c'est pas ça le problème. C'est une question de gestion. On a besoin de bons gestionnaires dans les hôpitaux aussi.
Parce que à l'hôpital, n'importe quel hôpital ou presque tous les hôpitaux en Haïti, c'est les médecins qui gèrent l'hôpital. Alors qu'il faut une autre certification ou du moins une autre maîtrise de ce genre de choses-là. Ça s'appelle comment déjà la gestion hospitalière ou du moins l'administration des services de santé. Il faut un professionnel de ce domaine-là pour gérer l'hôpital, mais l'hôpital, il est géré par un médecin, il est directeur médical à la fois, il gère les finances, il gère tout. Donc comme ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond et tout le monde finit par payer le prix. Puis je vais juste retourner sur un truc que tu as mentionné tout à l'heure. Tu disais comme quoi que tu étais obligé d'aller acheter on va dire, les gants ou peu importe le matériel que tu as besoin. Est-ce que ça venait de ta poche ou c'était l'hôpital qui disait, bon, En tant que jeune médecin, tu es censé remettre une fiche de prescription au malade qui va chercher le médicament ou le matériel dont il a besoin pour que tu puisses faire ton intervention. Donc, des fois, tu l'envoies chercher. Il te dit, j'ai pas d'argent. Des fois, c'est toi qui fais le geste, tu lui donnes de ce que tu as, soit pour passer la journée ou parce qu'on n'a pas vraiment de moyens là-bas. J'ai pas honte de le dire. C'est toi qui prends dans ton argent personnel pour payer les soins aux malades. Okay. Parce que majoritairement, les gens, ce sont des gens qui viennent des milieux ruraux, ils viennent de très, très loin. Ils n'ont pas d'argent et c'était un imprévu, etc. Donc, tu ne peux pas rester comme ça à les regarder. Des fois, tu es impuissant devant la situation. Donc, c'est le malade qui va acheter ses produits, ses gants, une seringue ou un cathéter urinaire, n'importe quoi, pour que tu puisses faire le suivi. Parce qu'à l'hôpital, tu ne vas pas vraiment trouver ça. Wow, ouais. C'est fou ça. Et puis, il y a un manque d'organisation aussi, quelque part avec le personnel, dans la gestion des ressources humaines. Des fois, tu peux voir qu'un préposé à l'entretien ménager, comme à l'hôpital général, il a beaucoup plus de pouvoir qu'un médecin à l'hôpital. Quand je parle de pouvoir, on n'est pas censé parler de pouvoir dans un milieu hospitalier, mais c'est lui qui gère tout. C'est lui qui prend des décisions. Une fois, j'ai donné une fiche à une patiente, à son accompagnante, pour aller chercher des médicaments pour pouvoir faire un accouchement, aller chercher du pitocin, des seringues, des gants, etc. Et puis le monsieur, il est venu, il m'a pris ça comme ça avec fracas. Ici, c'est moi qui gère. Donc, dès qu'un malade a besoin de ces matériels-là, tu les envoies vers moi. C'est choquant quand même, mais il y a toutes sortes d'affaires dans les hôpitaux en Haïti. OK. Donc, c'est pas... Fait que t'as des défis en termes de matériel, ressources et aussi... Gestion du personnel, gestion du matériel, gestion du budget. Le ministère de la Santé aussi, avec ses politiques, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. OK. Quel genre d'hypocrisie tu veux dire? Si tu vois à la télé, dans les journaux, quand ils te parlent des initiatives qu'ils ont prises, c'est toujours quelque chose de grandiose. Il y a toujours des millions qui sont en train d'être débloqués. Il y a tel matériel, mais quand tu vas sur le terrain, tu vois rien de tout ça. Okay. C'est une autre réalité. Et à la fin, qui est-ce qui paie les conséquences? Ce sont les médecins sur le terrain. Tout le monde vient les accuser. Quand tu arrives dans un hôpital, on ne prend pas soin de toi. C'est toujours l'argent d'abord. C'est toujours ci, c'est toujours ça. Les médecins, ils se font blâmer pas mal de fois pour des situations qui ne sont pas responsables. Parce que le médecin, il doit être là pour prendre soin de toi. OK, mais il n'est pas là pour équiper l'hôpital. Il n'est pas là pour gérer toutes sortes d'affaires. Il y a un hôpital qui... je salue le courage des médecins qui pratiquent là-bas encore. Ça, c'est la maternité Isaïe Gentil. Ça s'appelle l'hôpital Chancerelle. Tu vas trouver plein de femmes en train d'accoucher en même temps par terre. Il y a du liquide amniotique, il y a des matières fécales, il y a toutes sortes de choses. Mais quand même, les jeunes qui font leur résidence hospitalière, qui apprennent, c'est eux qui gèrent tout ça. Mais quand tu vas chercher le responsable pour quelque chose qui implique la planification, qui implique beaucoup d'argent, tu vas voir qu'il y a quelqu'un du ministère qui est bien sapé qui va venir. Mais dès qu'il s'agit de faire le vrai travail, il va venir, il va blâmer tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ici c'est sale? Pourquoi? Alors que c'est sa responsabilité. OK. Donc, on choisit qu'on veut arriver, puis c'est un peu ça. Bon, maintenant qu'on a eu un portrait un peu général de c'est comment c'est la médecine en Haïti, est-ce qu'il y a des moments que tu as dit, ouais, tu vois, j'aime ce que je fais, mais aussi j'aime le bien que je peux apporter à la communauté? Est-ce qu'il y a un camp particulier que tu t'es dit, faudrait, genre, si ça serait ça chaque jour, j'habiterais en Haïti, puis je ferais de la médecine que ça chaque jour? Presque tous les jours. OK. Donc, tu n'as pas de camp particulier à me donner? Oui. Je vais généraliser de préférence. OK. Des fois, les gens, ils viennent te voir dans leur vulnérabilité. Des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas de moyens. Ils viennent vers toi avec les larmes aux yeux.
peut-être que quand tu étais plus jeune, tu t'étais imaginé médecin dans une Ferrari ou dans une situation financière vraiment chose. Mais devant ces situations, tu trouves que tu es utile à quelque chose, tu es utile à ta communauté. Ben, moi, j'ai dû fuir le pays parce qu'il y a beaucoup de violence et j'ai été ciblé par pas mal de gens mal intentionnés. On ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. Mais si je pouvais rester dans une communauté où je pourrais faire une prostatectomie, par exemple, si je suis urologue, si je pourrais opérer quelqu'un et puis la personne, pour me remercier, elle vient avec une poule, avec 2 œufs, ça me réconforterait. J'adore la simplicité avec un poulet et 2 œufs. Puis juste ça. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut dans la vie. Même si la personne me prend pour un singe, il vient avec une banane, je serais très content parce qu'il y a la satisfaction. Une fois, il y a un petit garçon qui a eu un accident de moto avec la moto de son papa qui était sorti. OK. Puis il a fait ce qu'on appelle une avulsion du pénis. Donc il s'est coupé un petit peu son petite affaire là. Puis la peau, elle est sortie. OK. Puis à ce moment, j'avais un ami, il s'appelle Thierry. Puis on a vu le cas, c'était très intéressant parce que ce qu'on faisait, nous, on surveillait aux urgences les gens qui étaient déboîtés, tout mal cassés, etc. On aimerait réparer ça. Et puis c'est de là qu'était venu mon surnom de requin parce que j'aimais le sang. J'aimais pas voir les gens qui saignent, mais dès qu'il y a du sang, je veux être là. Et puis on est venu, on a dit qu'on allait sauver le soldat Ryan. Je ne sais pas si tu connais ce film, Sauvons le soldat Ryan. Non. Il y a Matt Damon, il y a, comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est, il est canadien aussi. Le monsieur qui est dans la vidéo avec Carly Rae Jepsen. I really, really, really like you. En vérité, je suis mauvaise pour les films, mais on va dire oui pour le besoin du... OK, ouais. Ce monsieur-là, le nom, il m'a échappé. On va sauver le soldat Ryan. C'est un classique de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on a fait pas mal de choses. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Le fait de pouvoir encadrer un petit garçon qui était désespéré parce qu'il posait plein de questions en se disant je vais perdre une partie de mon corps. Il avait d'autres blessures, mais il était focalisé sur son affaire. Ouais, c'est un peu ça. OK. Puis, est-ce que... C'est sûr que dans la société haïtienne, même si j'ai pas vécu en Haïti, je me dis que c'est une société qui a toutes sortes de rebondissements et d'actions. Est-ce qu'il y a des trucs ou des moments, des situations que tu étais en mode genre ouais, ça c'est comme une telenovela. Tu sais, tu regardes ça de loin puis tu te dis bon, la personne est atterrie devant moi, mais ça c'est digne d'un film. Oui. Bon, je t'écoute. Un monsieur, une fois, qui s'était fait arracher le visage, littéralement, à coups de machette, par un autre monsieur. Il est allé dormir avec la femme du monsieur. C'est assez... Je vais pas dire le nom des patients, c'est toujours dans le secret médical, c'est juste la situation. Ouais. Il est allé dormir avec la femme du monsieur, mais ils n'ont pas prévu que le monsieur il serait de retour ce jour-là. Et puis, il est venu avec sa machette, il l'a carrément défiguré, il a réarrangé le portrait. Puis je l'ai trouvé aux urgences en train de gasper, le visage tout arraché, comme des petits morceaux de viande qu'on va mettre en carré, etc. pour vendre. C'est digne d'un film. C'est des situations qui te dépassent. On n'avait pas de chirurgien maxillofacial, on n'a pas d'autres spécialistes sur place. C'était dans un petit hôpital modeste. Le plus souvent, on reçoit ce genre de cas. Une deuxième fois, une dame qui avait passé pas mal de jours chez un Ougan parce qu'elle avait pris ce qu'on appelle un coup de poudre dans notre culture. Les gens, ils peuvent t'empoisonner avec du poudre qu'ils fabriquent avec des grenouilles séchées, du crâne, etc. etc. Puis la dame, elle est venue avec sa plaie. C'était un pied diabétique. Effectivement, il y avait plein d'asticots dedans. Tu peux voir les asticots sortir d'un trou et se vider comme ça. Ouais, comme des grains de riz quand tu ouvres un sac ou n'importe quoi. C'était digne d'un film. Ouais. OK. Là, j'ai beaucoup de choses à il ne faut pas vomir. Hein? Non, je vais pas vomir, t'en fais pas. On est fait fort par ici. Pour le monsieur qui, tu disais que, bon, il est allé tromper sa femme ou peu importe, il s'est fait prendre, est-ce que, là, on va un peu décaler du truc de santé, mais est-ce qu'il y a un système de justice? On va dire ici, t'arrives à l'hôpital et puis le docteur dit, bon, c'est un truc criminel. Là, on va appeler la police. Est-ce qu'il y a ce truc-là où que la police va venir ou c'est bon, tu t'es fait... il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, à ce moment-là, t'es... En Haïti, on a un dicton qui dit... c'est pas un dicton, c'est quelque chose de vraiment négatif, mais je vais le répéter. Constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait. C'est genre, chez nous,
Tout ce qui est constitution, tout ce qui est lecture, les gens, ils s'en foutent. OK. Haïti, c'est un beau pays, beau paysage, tout et tout. C'est un bon pays aussi sur papier. La justice, elle est là, elle est censée être là. Comme tu as dit ici, s'il y a quelque chose de criminel, le médecin, il est dans l'obligation d'appeler la police pour faire les suites nécessaires, les suites légales, etc. Ouais. Cependant, ça ne se fait, bon, je vais dire, ça se fait presque jamais. Okay. Presque jamais, pour ne pas dire jamais. Moi, j'ai jamais vécu ça. Okay. Cependant, on a ce qu'on appelle dans notre culture la justice sociale. On va se donner justice soi-même, ou du moins, on va chez l'autre médecin là qu'on appelle le Ougan. Parce que eux aussi, ce sont des médecins selon notre société. Il y a les sages-femmes, c'est dans un autre contexte, on les appelle les femmes sailles. Ces genres de personnes-là, on va dire le Ougan pour parler de la justice sociale. La personne, elle est victime d'une agression ou de quelque chose de ce genre. Elle va se donner justice. C'est dans ce contexte-là que le monsieur, il n'a pas hésité à prendre sa machette pour arracher le visage à l'autre. Et la police, elle n'était pas venue ce jour-là. Et deuxième chose, il y a les Ougans aussi. Tu fais quelque chose à quelqu'un en Haïti, il va chez le prêtre vaudou, il va faire toutes sortes de rituels, il va faire ce qu'on appelle des expéditions pour arriver à toi. OK. Et je devrais ouvrir une petite parenthèse ici aussi avec ces gens-là, parce que parfois on recevait des patients, après 20 jours, 22 jours, ils ont été internés chez le Ougan d'abord. Il dit à la fin, il voit que ça leur dépasse, il ne trouve pas la solution, il dit, j'ai tout fait maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est au médecin de le faire, va voir le médecin. Je fais un travail pour elle, je viens de Docteur Kounia, en créole. Aïe, OK. Donc, c'est sûr que il y a des gens que c'est des charlatans, puis je pense que... Non, mais on va se le dire, dans le sens où je pense pas... Parce que là, on a comme un peu décalé vers un autre sujet. Je pense pas que tous les Ougans sont comme ça, ou on va dire... en tout cas, ça, c'est un autre aspect de la spiritualité que peut-être on va avoir un invité pour ça, qui sait. Mais... Oh, je vais te poser une question, c'est juste une blague. Est-ce que tu veux devenir un millionnaire, toi? Je suis pas sûre. Ok, si t'es pas sûr, c'est pas grave. Sinon, j'allais te proposer de m'apporter genre 50 bananes bien vertes, du piment piqué, des oignons, du chou, 5 bouteilles de rhum Barbancourt. Et j'allais prendre une de ces bouteilles, j'allais faire quoi? J'allais faire pipi dedans, mettre du citron et te donner ça comme une potion magique pour que tu boives chaque matin, réciter une incantation qui vaut rien du tout. Et puis le reste, j'allais garder pour faire du fritaille. Tu sais ce que c'est le fritaille? Oui, bien sûr. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le fritaille, c'est des bananes frites, du griot frit. Donc, écrivez ça sur Google. Typiquement haïtien. Ouais, typiquement haïtien. Non, c'est juste pour parler des imposteurs. En Haïti, des fois, tu vas chez un Ougan, il va te faire ce genre de choses. Il va te donner plein de mauvaises choses à boire, te faire des mauvais pansements avec plein de feuilles, plein de bains, et puis au final, tu as des asticots. Tu vas arriver à l'hôpital, et puis des fois, le patient, il est à l'hôpital. Ils ont déplacé un Ougan pour venir lui passer des choses dessus. Ouais. C'est qu'on peut prendre des médicaments par absorption cutanée aussi. La personne, il vient, il donne un bain de feuilles pendant que la personne est sur le lit de l'hôpital, etc. Ça se fait aussi. OK. C'était juste une parenthèse. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, ça vient introduire à... Qu'est-ce que j'allais te poser comme question? C'est, premièrement, quand vous voyez ce genre de truc-là, la personne qui arrive, donner des bains de feuilles, est-ce que vous l'arrêtez? Ou bien... vous dites, bon, vous savez quoi, on va le laisser faire ce qu'il a besoin de faire. Moi, je l'arrête tout de suite. OK. Pendant que la personne est avec toi dans ton temple vaudou, tu peux tout faire. Mais du moment que tu es à l'hôpital, tu es sur la responsabilité du chef de service qui m'a délégué une tâche, je vais te dire, monsieur, non, c'est pas permis. OK. Ça m'est arrivé une fois d'en confronter un. Il m'a dit que tu sais pas à qui tu as affaire. Je lui ai dit, je sais, vous êtes Ougan, voilà ce que vous faites, mais ici, c'est un hôpital. OK, il faut finir votre travail là où vous le faites, avant d'envoyer la personne à l'hôpital. Sinon, là, on donne que les médicaments conventionnels. C'est pas que je méprise la médecine traditionnelle haïtienne. D'ailleurs, j'ai été élevé par ma grand-mère, en partie, qui m'a appris beaucoup de choses que je valorise, que je pratique encore pour mon bien personnel, parce que les médicaments, à la base, on les fabrique à partir des plantes, des hormones qui sont tirées des animaux, etc. Donc, je méprise pas la médecine traditionnelle en soi. Mais du moins que le malade, il est à l'hôpital, vous n'avez nullement le droit de lui administrer quoi que ce soit, si ce n'est pas quelque chose qui est donné par l'hôpital. Puis, c'est sûr que dans l'esprit des Haïtiens, je connais mon peuple, la médecine traditionnelle, on va dire tout ce qui est thé, je sais pas trop quoi, l'huile mascriti, l'huile de ricin pour ceux qui savent pas c'est quoi,
est-ce qu'on pourrait, on va dire, faire un compromis ou est-ce que ça arrive des fois que tu es en mode, OK, tu sais quoi, tu as un problème X, Y, Z, un thé associé peut résoudre tes problèmes. Est-ce que ça arrive? Ça arrive, oui. Ça n'arrive pas à l'hôpital, on va jamais le reconnaître, ou du moins on n'est pas encore assez ouvert de mentalité pour le reconnaître. Mais la médecine traditionnelle, ça occupe une place vraiment importante dans la culture médicale haïtienne. On passe toujours par là. Quelqu'un arrive à l'hôpital avec une occlusion intestinale, douleur abdominale, arrêt des gaz et des matières. Dans son histoire, tu vas voir que la personne, elle avait déjà ingurgité pas mal d'infusions à la maison. On lui a fait beaucoup de thé. Le petit garçon, il s'est fracturé le tibia, le péroné ou n'importe quoi. Il y a sa grand-mère qui est venue avec l'huile de ricin qu'il a chauffée. Elle lui a fait pas mal de massages. Elle lui a bandé le pied. C'est après quelques jours que ça marche pas. La formule de grand-mère, on l'emmène à l'hôpital. Donc, on passe toujours par la médecine traditionnelle avant de tomber à la médecine conventionnelle en soi. Puis pour le terrain d'entente, je ne vais pas dire qu'on n'est pas encore arrivé à cela, mais je pense que dans les années à venir, cette médecine traditionnelle-là, elle va être un petit peu plus valorisée. Parce que si tu vas en Chine, par exemple, on fait de l'acupuncture, on fait pas mal d'autres choses dans d'autres cultures. Mais chez nous, on dit toujours que ce sont des mauvaises choses, alors qu'il y a de bonnes vertus dans les plantes, dans certaines pratiques, pour ne pas dire tout, et des pratiques ancestrales. Par exemple, pendant la COVID, vous pouvez voir que Madagascar et Haïti, ils ont été les deux pays qu'on avait mis à l'honneur pour leur bonne gestion du corona, etc. C'est probablement lié à la médecine traditionnelle haïtienne parce qu'ils ont eu recours à pas mal de choses. Ils ont fait de l'inhalothérapie, ils ont inhalé des plantes qu'ils ont chauffées, etc. Ils ont bu pas mal d'affaires aussi. Madagascar, ils ont utilisé l'armoise qu'on utilise dans... Je crois que c'est dans quoi déjà qu'on utilise ça. Je ne me souviens pas trop. Mais c'est un petit peu la médecine traditionnelle qui a surpassé la médecine conventionnelle. Donc, on peut toujours essayer d'envisager de faire une petite place à cette médecine-là qui allait jouer un rôle pas mal important avec la médecine haïtienne. Puis, par rapport au cursus, est-ce que quand tu étais à l'école, on parlait de médecine traditionnelle? Parce que je pense qu'en tant que tout Haïtien, je pense que c'est quelque chose avec lequel on vit, mais non, il n'y avait pas de place à ça. Malheureusement, jusqu'à présent, jusqu'à date, dans mon cursus à moi, j'ai pas rencontré ça. OK. Ouais, mais on devrait en parler, on devrait aller dans les laboratoires. Il y a le laboratoire national à Port-au-Prince, c'est à Delma 33, je crois. Okay. On devrait probablement créer une unité scientifique qui travaille là-dessus pour essayer de produire des recherches, des documentations sur la question et puis incorporer ça dans la médecine haïtienne, pourquoi pas. Parce que la communauté scientifique d'Haïti, elle fait partie d'une communauté scientifique mondiale quand même. Même si quand tu arrives à l'étranger, on te demande de reprendre pas mal de choses, de faire des examens d'équivalence, mais Haïti, ça produit de bons médecins malgré tout ce qu'on est en train de dire là. Il y a de vrais bons médecins. Je crois que la première transplantation hépatique ou rénale qui a été faite au Québec, ça a été fait par un médecin haïtien. C'est pas de ma génération, c'est pas des générations récentes, mais ça a été fait par une génération assez... Je crois que la dame, elle est toujours vivante, le docteur. Pardon de dire la dame. Mais il y a pas mal d'autres innovations qui ont été faites à travers le monde aussi. Il y a cette histoire de greffe de peau avec le poisson tilapia, si tu connais. Je crois que ça a commencé en Haïti aussi. Okay. Puis les Brésiliens, ils sont venus, ils ont pris la pratique et aujourd'hui, on fait pas mal de choses avec ça. Pour les grands brûlés et les autres personnes aussi. OK. Tu m'apprends quelque chose parce que des fois, on ne sait pas. Puis tu vois, je me dis, tu vois, surtout par rapport à la médecine, je me dis... tu vois, on va dire dans le monde que je suis, c'est très médecine conventionnelle. Puis quand ta mère te donne quelque chose, t'es comme, ouais, c'est quoi cette feuille-là qui sort d'Haïti? Puis tu regardes la feuille qui a séché, puis tu te poses des questions. Les mamans haïtiennes, elles ont une feuille pour tout. C'est ça, c'est des connaissances qu'on est en train de perdre, malheureusement, parce que la transmission de savoir, on l'a confiée à un domaine scientifique qui a fait le choix de se limiter. Il a mis des barrières. OK, on va pas accepter ça, parce que le plus souvent, c'est pas dans notre intérêt aussi. Parce que n'oublions pas qu'il y a l'industrie pharmaceutique qui fait partie des 5 plus gros commerces du monde, parmi le trafic de stupéfiants, des armes, l'humanitaire, tout ça. On va mettre l'industrie pharmaceutique dans cette grande liste aussi. Des fois, si c'est pas dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, on va pas vraiment accorder beaucoup d'importance à ce genre de médecine. OK. Puis, en plus, on arrive bientôt à la fin.
Ouais, bientôt à la fin, je vais juste ajouter à ce qu'on a dit là. Si tu vois avec nos ancêtres, je parle de l'humanité dans ce contexte-là. Ils étaient beaucoup plus doués, plus adaptés à l'environnement que nous autres aujourd'hui. On a accès à la technologie, on a accès à de nouvelles connaissances, on s'adapte. On va prendre quelqu'un qui vivait dans les temps anciens, il pouvait s'orienter quand il est sur la mer avec les étoiles, il pouvait aller n'importe où. Mais aujourd'hui, il nous faut le GPS. OK, si on n'a pas d'électricité, pas de tout ça, on est limité, on est perdu, on va dire. Mais eux autres, ils savaient ils avaient ce qu'on appelle les chamans, les guérisseurs. Ils connaissaient les plantes, ils connaissaient pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on se fie à quoi? On va voir le médecin, il nous dit de prendre Tylenol, il nous dit de prendre quoi d'autre, Augmentin, n'importe quel médicament, on va se fier à ça. Mais autrefois, les gens, ils s'asseyaient, ils se transmettaient des choses. Mais nous, on va dans une école spécialisée aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, tu es diplomate, tu es n'importe quoi, je sais pas. Moi, je suis ingénieur, je sais faire que ça. Mais autrefois, ils faisaient quoi? Ils allaient à la chasse, ils savaient faire la pêche, ils savaient faire toutes sortes de choses. C'est vrai que les gens étaient plus multidisciplinaires. Effectivement. Puis, je pense aussi on avait moins de... Tu vois, c'était moins... Il y avait un encadrement, mais là, je pense qu'on est parti dans une certaine rigidité. Effectivement. Avec l'évolution qu'on est en train de poursuivre, on s'adapte au temps moderne, mais on se limite à beaucoup de choses. C'est dans ce contexte-là aussi, avec la médecine, on se défait de beaucoup de choses qui auraient pu être utiles à sauver des vies quand même. C'est vrai. Puis, bon, là, on arrive quasiment à la fin, comme j'ai dit. Je finis toujours l'épisode en demandant à mes invités, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À moi? Oui, à toi. Ou à Haïti, vu que, bon, là, c'était le sujet, on va dire, par rapport à la médecine, mais à toi ou à Haïti, peu importe, est-ce qu'on peut faire un souhait pour toi? On peut faire un souhait pour Haïti. OK. De préférence. OK, ben, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton souhait pour Haïti? Ben, je souhaiterais que Haïti ait finalement sa chance de pouvoir jouer son rôle dans l'humanité. Ben, j'ai envie de pleurer en le disant, et qu'elle ait sa chance aussi d'emboîter le pas parmi tous les pays du monde, parce qu'Haïti a offert au monde entier la chance de pouvoir expirer d'un système qui était là déjà. C'est avec l'esclavage, tout et tout. C'est pas une question de premier peuple à s'être libéré de l'esclavage, mais Haïti a offert la liberté au monde entier. Haïti a tout changé. Donc Haïti mérite sa chance, qu'on le laisse évoluer. Et ben, ce message, il est peut-être adressé au mauvais public, mais les gens qui sont derrière des choses malhonnêtes, et les Haïtiens aussi, qui se comportent mal, il serait temps, vu que c'est un souhait, je souhaite que vous changiez de comportement. Je souhaite que vous changiez ce pays qui a besoin de vous, qui a besoin de tout le monde pour évoluer, pour avancer. Et puis la médecine aussi, je souhaite que tout aille mieux, les soins préhospitaliers d'urgence pour commencer. On n'a pas vraiment un système d'ambulancier là-bas, les gens ne sont pas vraiment formés avec les premiers soins. Je souhaite que dans les années à venir, il y ait une grande proportion de la population qui prenne conscience des choses, et que les gens ils mettent, comme on dit dans les slogans en Haïti, mettez tête ensemble et puis fait bagaille au bien. OK. Donc, l'union fait la force? Oui, l'union fait la force. L'union va faire la force. Oui. Donc, merci. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci d'avoir parlé. Merci, Liane, de l'opportunité de pouvoir dire des petites choses sur ce qui se passe dans la médecine en Haïti. Et j'espère que le monde qui va écouter ça, il sera édifié, et puis il va creuser un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit. J'ai juste adapté par rapport à mon vécu, par rapport à ce qui se passe là-bas. Et puis, je souhaite que tout le monde aussi continue à suivre le podcast, dans mon souhait. Ouais. C'est bon, merci. Merci de nous avoir écoutés. Au prochain épisode. Bye. Bye bye, merci.